Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec pour m'accompagner ce soir d'abord un duo inédit dans Chaque Voix compte. Bonsoir Anna Cabana. Mais bonsoir chère Adeline. Et bonsoir Bertrand Perrier. Bonsoir Adeline. Ravi que vous soyez à mes côtés ce soir dans Chaque Voix compte. C'est parti pour le sommaire. Avec à la une, le premier jour d'un homme libre. Boualem Sansal est arrivé hier soir à Berlin, 7 heures tout juste après l'annonce de sa grâce par le président algérien. L'écrivain aura passé près d'1 an en prison et la joie de sa libération n'efface pas les nombreuses questions. Quel rôle a joué l'Allemagne? Pour quelle contrepartie? Est-ce un premier pas vers un réchauffement sur des relations entre Paris et Alger? Ces questions, nous les poserons ce soir à Rachel Binas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Marianne. Merci d'être là. Aux côtés de Bruno Fuchs, député Les Démocrates du Haut-Rhin et président de la Commission des Affaires étrangères. Bonsoir. Et merci d'être là. Et Noëlle Lenoir, la présidente du comité de soutien à Boualem Sansal, va nous rejoindre sur ce plateau d'ici quelques minutes. Merci en tout cas à vous deux d'être là. Bertrand Perrier, de quoi allez-vous nous parler? Et bien précisément du rôle étonnant de l'Allemagne dans cette libération au cœur d'un billard diplomatique à 3 bandes. Et vous, Anna Cabana? Eh bien, alors que tout le monde pourrait et devrait pousser des oufs de soulagement, eh bien, les dissensions politiques s'en donnent à cœur joie. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, nous parlerons budget et travail parlementaire. Question ce soir sur les conditions dans lesquelles se déroule ce marathon budgétaire avec des députés qui siègent jour et nuit entre l'hémicycle et les commissions pour finalement ne pas voter le budget de la Sécu puisque le délai constitutionnel a été dépassé la nuit dernière et que le budget est parti directement au Sénat. Nous en parlerons avec Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, Marie Lebec, députée Ensemble pour la République des Yvelines, et Nicolas Sansu, député communiste du Cher. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale, présenté par Marco Pommier. Nous reviendrons bien sûr sur les hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Nous attendons également vos réactions ou vos questions en flashant le QR code qui s'affiche ici sur votre écran. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement, Chaque Voix compte. C'est parti. Et c'est donc dans cet hôpital de Berlin que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a passé sa première nuit et sa première journée de liberté depuis quasiment 1 an. Son transfert de l'Algérie vers l'Allemagne s'est déroulé en quelques heures hier. La femme de Boualem Sansal l'a rejoint aujourd'hui à Berlin. D'abord, les toutes dernières informations avec Baptiste Garry-Chartier. C'est dans cet hôpital de santé situé en plein cœur de la capitale allemande que Boualem Sansal est actuellement hospitalisé. L'écrivain sous surveillance médicale a retrouvé la liberté après 1 an de captivité en Algérie. À des centaines de kilomètres, sa fille apprend la nouvelle, un soulagement, dit-elle. Je suis vraiment heureuse qu'il soit enfin libre, même s'il a 1 an de plus et qu'il est malade. J'irai lui rendre visite, c'est certain, et je m'en réjouis d'avance. Et voici l'homme qui aura endossé le rôle du médiateur. Frank-Walter Steinmeier, le président allemand qui, depuis quelques mois, plaidait très discrètement pour une remise en liberté. Une démarche rendue publique 48 heures seulement avant la libération. Un tel geste serait l'expression d'une attitude humanitaire et d'une vision politique à long terme. Il reflèterait ma relation personnelle de longue date avec le président Tebboune. De bonnes relations entretenues avec Alger. Les 2 dirigeants sont proches et la méthode douce semble avoir porté ses fruits, bien loin des manières fortes revendiquées à l'époque par Bruno Retailleau. La stratégie du bras de fer ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas. Il faut être dans une démarche qui soit une démarche de dialogue. Ça a été déterminant, l'intervention de l'Allemagne, et donc nous avons toujours pensé que la bonne solution, c'était la bonne méthode, c'était celle qui a été employée et qui a fini par porter ses fruits. Cette libération aura suscité maintes réactions, à commencer par Emmanuel Macron. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. C'est l'épilogue d'une libération survenue dans un climat diplomatique crispé entre Paris et Alger. Mais permettra-t-elle de réchauffer cette relation très fragilisée? Dans le respect et dans, comment dirais-je, la considération pour le partenaire algérien, nous sommes en train de rétablir ces canaux de communication. C'est vital pour assurer la sécurité de la France. Boualem Sansal doit encore passer une série de tests médicaux en Allemagne. Pour l'heure, nul ne sait encore à quelle date son retour en France
sera programmée. Alors c'est vrai que depuis hier, on se réjouit évidemment de cette libération, mais on s'interroge sur le rôle exact qu'a joué l'Allemagne, notamment quand on entend Emmanuel Macron parler de tiers de confiance. Bertrand Perrier, l'Allemagne en tiers de confiance, quel rôle exact ont joué les Allemands dans la libération de Boualem Sansal ? Alors, d'un point de vue formel d'abord, la libération résulte d'une réponse favorable donnée par le président Tebboune à une demande de grâce de Boualem Sansal qui lui avait été adressée par le président allemand Steinmeier. De fait, l'écrivain a pris, on vient de le voir, le chemin de Berlin, où il est arrivé dans un avion de l'armée allemande. Et Emmanuel Macron n'a pas dissimulé ce rôle de l'Allemagne, au contraire, il a parlé de coopération fructueuse, il a remercié le président allemand, qu'il a qualifié lui-même, donc, comme vous le venez de le rappeler, de tiers de confiance. Mais cette intercession de l'Allemagne, elle suscite des polémiques depuis hier. On a par exemple entendu Éric Ciotti affirmer que l'Allemagne avait réussi là où le gouvernement français avait échoué. Est-ce qu'il y a eu une faillite de la diplomatie française dans cette affaire ? Alors c'est évidemment beaucoup plus compliqué que cela. La réalité, c'est que, on le sait, les relations franco-algériennes sont extrêmement tendues, au moins depuis 2024. Les sujets de crispation sont nombreux. La question du Sahara occidental, la question de la relation privilégiée France-Maroc et évidemment la question du refus de délivrance des passeports diplomatiques, des laissez-passer consulaires pour les personnes sous OQTF. Et la situation a été envenimée encore par la position très dure de Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, qui était favorable à un bras de fer avec l'Algérie. Bref, le dialogue était rompu, l'Algérie était braquée et il était hors de question qu'elle perde la face, qu'elle s'humilie davantage encore en paraissant céder à une demande de la France. Conséquence, pour obtenir la libération de Boualem Sansal, il fallait sortir la France du jeu diplomatique, non pas par faiblesse intrinsèque de notre diplomatie, mais simplement parce que cette diplomatie était démonétisée du fait de l'irruption d'enjeux de politique intérieure. D'où l'intervention de l'Allemagne. Exactement. En réalité, ça fait plusieurs mois que l'Allemagne joue discrètement ce rôle d'intermédiaire, de médiateur, de passerelle entre la France et l'Algérie. Elle n'est d'ailleurs pas la seule, puisque le pape Léon XIV avait été également sollicité, puisqu'on sait qu'il entretient une bonne relation avec le président Tebboune, mais l'Allemagne présentait d'importants atouts pour l'Algérie elle-même. D'abord, on sait que le président algérien a été soigné par des médecins allemands en Allemagne d'un Covid très sévère qu'il avait contracté en 2020 et qu'il est reconnaissant personnellement à l'égard de l'Allemagne. On sait également que l'Allemagne et l'Algérie entretiennent des relations économiques, notamment énergétiques, très importantes. Et puis, l'Allemagne est un partenaire important au sein de l'Union européenne et l'Algérie avait tout intérêt à se ménager les bonnes grâces de ce poids lourd. Donc c'était donc une façon pour tout le monde de sortir la tête haute ? Oui, d'abord, l'Algérie devait libérer Boualem Sansal. Elle ne pouvait pas le détenir éternellement. On imagine le cataclysme d'image internationale qu'aurait été la mort de Boualem Sansal en détention en Algérie. Donc la libération permet à l'Algérie de passer aux yeux du monde pour un État raisonnable et sensible aux questions humanitaires. De l'autre côté, la France sort de l'impasse et l'Allemagne tire les marrons du feu. En somme, c'est la victoire d'une diplomatie à trois bandes, feutrée, discrète, mais efficace. Les termes du débat sont posés. Bruno Fuchs, comment vous lisez cette libération ? Est-ce que vous diriez que l'Allemagne a réussi là où la France a échoué, ou est-ce qu'au contraire, c'est le succès d'une triangulation Paris-Berlin-Alger ? Avant ça, il y a la libération d'un homme qui a près de 80 ans, qui a été en prison pendant 1 an, qui souffre d'un cancer. Et donc c'est une joie immense, un enthousiasme quasiment, et en tout cas un soulagement comme tout le monde a pu l'exprimer. Donc c'est ça avant tout. Après, franchement, vouloir faire des polémiques aujourd'hui, ça n'a pas de sens. J'entendais Bruno, j'entendais M. Ciotti, ça n'a aucun sens aujourd'hui de polémiquer. Après, si vous demandez d'analyser les faits, quand vous êtes en opposition de phase, en difficulté avec un pays, à aucun moment l'Algérie n'allait directement remettre Boualem Sansal en France. L'Algérie n'allait pas faire ce cadeau après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on leur a dit, tout ce qu'on leur a fait subir depuis des mois, depuis des années. Donc, pour vous, c'était entendu que Alger ne ferait pas ce geste pour Paris. Je ne veux pas faire de parallèle, c'est pas ça que je veux faire, mais abusif ou inexact. Mais quand vous prenez des situations d'otages, par exemple, avec différents pays, on a vécu en France de très nombreux, ils ne reviennent. Il y a toujours un intermédiaire
qui agit. Donc là, il y a eu un intermédiaire, c'est l'Allemagne. Au contraire, ça veut dire qu'en Europe, avec les Allemands, on a une complicité. Bien sûr, tout cela s'est fait en coordination totale, en complicité totale avec les Allemands et les Algériens. Donc, on peut trouver des défauts, mais là, sur ce coup-là, on a quelqu'un dont on veut la libération depuis 1 an, il est libéré, et il est libéré grâce à la diplomatie française, allemande et européenne. Donc voilà, point, on se réjouit. Cette triangulation avec l'Allemagne, elle ne date pas de lundi dernier. Elle date d'il y a plusieurs mois déjà. Elle date du printemps dernier même. Oui, certainement, certainement. Mais on est sur d'autres sujets avec l'Allemagne. Il n'y a pas que ce sujet-là. Donc, je remercie bien sûr également les Allemands. Ce que je peux dire peut-être en plus, c'est qu'on a eu quand même, ça a été cité dans ce que M. Perrier a dit, mais également dans le reportage précédent, il y a eu un certain nombre de voix qui ont porté pour renforcer le rapport de force avec l'Algérie. Quand on regarde les résultats, sur la partie immigration, il n'y a plus d'OQTF, 1 ou 2 par semaine, donc les Algériens en situation illégale ne sont plus renvoyés en France depuis plusieurs mois. Parce que l'Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire quand on les renvoie en Algérie. Il ne va pas vous rendre service, donc il bloque. Sur le volet immigrationnel, dans l'autre sens, il y a plus de 300 000 demandes de visa non satisfaites, donc de personnes qui sont en Algérie, qui veulent venir voir des proches, des gens malades en France. Voilà. Sur le plan de l'économie, on a perdu 25% d'exportation depuis 2024. Sur le plan des relations bilatérales, du renseignement, on voit bien que la situation au Mali aujourd'hui est très complexe et qu'il faut au contraire travailler beaucoup plus avec le Maroc et l'Algérie en termes de renseignement. Donc sur tous ces plans-là, le rapport de force qui a été mené a bloqué tous ces points de collaboration commune. Et donc, on a un résultat qui est négatif sur tous les plans dans la relation entre la France et l'Algérie. Donc, le rapport de force, s'il y a une analyse à faire et un procès à faire, c'est le rapport de force de façon unilatérale et inconditionnelle et irréfléchie qui a amené ça. Et je terminerai là-dessus pour pas être long, mais il y a eu des moments où Boualem Sansal aurait pu être libéré. Il y a eu des moments où on n'était pas loin de le libérer. En avril, par exemple ? Par exemple, en avril, voilà, moi j'ai beaucoup été avec d'autres parlementaires en contact quasiment toutes les semaines avec les autorités algériennes et des parlementaires. Et 1 ou 2 fois, on a fait nous appeler pour aller le voir. Voilà. Donc ce rapport de force, il faut le faire. C'est important de faire un rapport de force. Mais ensuite, il faut que ce soit sous les radars. Parce que si c'est au plan médiatique, ça bloque les positions et ça empêche les positions d'évoluer. J'accueille sur le plateau de Chaque Voix Compte Noël Lenoir. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. D'excuser mon retard. La circulation dans Paris est compliquée ce soir. Très compliquée de manière générale. Vous êtes tout excusée. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité de soutien à Boualem Sansal. Vous êtes également ex-ministre des Affaires européennes, membre du Conseil constitutionnel. D'abord, je voulais vous demander si vous avez de dernières nouvelles à propos de Boualem Sansal, à propos de son état de santé, à propos de sa situation ce soir dans cet hôpital de Berlin. Alors, effectivement, on a des contacts, et moi en particulier, j'ai eu des contacts, notamment avec l'ambassadeur. On a un excellent ambassadeur de France. L'ambassadeur de France en Allemagne, François Delattre. Alors, il est en période de check-up dans un hôpital militaire à Berlin. Il est arrivé rayonnant, nous dit-on, parce qu'il a été soulagé, il était extrêmement heureux. Il connaît beaucoup de choses sur ce qui s'est passé en France en son absence le concernant. Et on attend qu'il revienne en France, mais on n'a pas évidemment de délai. Ça va se faire, puisque je pense que la France veut le récupérer. Et nous, on sera évidemment présents pour son accueil, puisque je dois remercier ici tous ceux qui, au Parlement, c'est-à-dire au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les villes et villages, ont soutenu cette cause, parce que ce qui est arrivé, c'est inespéré, et je pense que c'est très largement dû au fait que le dossier, le cas Boualem Sansal, qui est quand même unique en son genre, un écrivain de 80 ans qui est incarcéré uniquement parce que ce qu'il écrit ou ce qu'il dit déplaît à un pouvoir en place, qui est quand même de l'autre côté de la rive sud de la Méditerranée, c'est quand même pas un pays complètement obscurantiste en principe, c'était tellement unique en son genre qu'il y a eu quand même une très forte mobilisation, et ça, il faut remercier tout le monde. Alors après, il y a le débat politique entre fallait-il faire pression. Nous considérons que oui,
parce qu'on n'a pas la science infuse. On a 2000 membres dans ce comité et on a consulté, évidemment, jour après jour. Vous étiez partisane de la méthode forte, de la méthode ferme de Bruno Retailleau? Alors, nous pensons, en tous les cas, c'est ce qui est le plus concordant dans les remontées que nous avons, c'est que ce qui a joué, c'est d'une part, évidemment, l'intervention de l'Allemagne en plein accord avec la France depuis des mois et des mois. Je pense que depuis fin décembre 2024 ou début 2025, avec des promesses du gouvernement qui n'étaient pas tenues, mais il y avait quand même une implication de l'Allemagne et d'autres pays, mais de l'Allemagne essentiellement, avec un rôle joué très important par l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie. Mais d'autre part, ce qui remonte, et des gens qui quand même sont sur le terrain, c'est que l'isolement diplomatique de l'Algérie a joué, puisque le pouvoir algérien, en réalité, s'est rendu compte qu'avoir un vieux monsieur en prison, un écrivain qui a mobilisé la classe politique française et la classe politique au-delà de la France, et beaucoup d'intellectuels de presque tous les courants de pensée, c'était quand même gênant. On a craint pour sa vie. Plus, puisque par exemple le pape n'aurait pas été en Algérie, comme il en a l'intention, puisqu'il a été sensibilisé par le gouvernement français, sensibilisé par Gérard Larcher, qu'il a vu récemment, et il avait ce dossier bien à l'esprit, comme il l'a dit d'ailleurs directement à ses interlocuteurs français. Il ne serait pas allé en Algérie sur les pas de Saint-Augustin avec un vieux monsieur en prison, qui est quand même un écrivain, c'est pas n'importe qui, et un écrivain qui est quand même une gloire française, européenne, mondiale, et qui devrait être une gloire algérienne. Juste un tout petit mot, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Vous avez Christophe Glaise qui est actuellement en prison. Et le journaliste de Société de Sofou. On va se mobiliser pour faire libérer maintenant Christophe Glaise, notre dernier qui n'a pas 80 ans, mais qui est quand même un journaliste qui n'a aucune raison. Monsieur le Président, je suis d'autant plus heureuse de ce dialogue avec vous qu'on vous a écrit et on pense avoir une réponse un jour. Oui. Vous ne nous avez jamais répondu. Vous lui avez écrit pourquoi? Non. On vous avait demandé vraiment de porter un message. Et c'est vrai que quand vous êtes intervenu, lorsqu'il y a eu cette résolution qui a été proposée par M. Gabriel Attal pour demander la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal, qui a rassemblé tous les chiquets politiques, vous avez présenté des amendements qui étaient totalement étrangers à cette cause. Et c'est vrai que ça a beaucoup déstabilisé nos interlocuteurs algériens. En quoi votre amendement sur le financement d'une indemnisation pour les essais nucléaires qui ont eu lieu en Algérie pouvait conditionner la libération de Boualem Sansal? Alors vous dites qu'il ne faut pas faire pression, mais en réalité vous faisiez pression sur le gouvernement français. Et donc ça nous a désarçonnés. Ça nous a fait beaucoup de peine, parce qu'on s'est imaginé que Boualem Sansal était récupéré politiquement. Bruno Fuchs, vous voulez répondre à Noël Lenoir sur ce point? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais ce qu'on a fait, je sais ce que moi-même, ce que j'ai fait, ce que les parlementaires ont fait et la position que l'on a eue. Je dis qu'il faut faire des rapports de force, mais une fois que le rapport de force publiquement a été entamé, il faut négocier en sous-main. On voit bien que l'arrivée du ministre Nunez a changé complètement la donne. Alors justement, les Allemands ne sont qu'un des éléments de la donne qui a changé entre les deux pays. Donc il y a des étapes avant. L'intervention de l'Allemagne n'est pas la première étape. C'est une autre étape d'un début. On va y revenir et je vais donner la parole dans un instant à Rachel Binas. Mais d'abord, je voulais voir justement avec Anna Cabana ce soulagement, cette joie dont on parle n'efface pas les dissensions politiques. C'est la petite histoire dans la grande tout de suite avec Anna. Jingle, pas de jingle. Donc Anna Cabana, on va faire le jingle. Ouais, on fait le jingle. Toute la seule, petite histoire voilà. dans la grande. On le disait, il y a évidemment ce soulagement, cette joie, et c'est bien sûr ce qui doit prévaloir. Mais il y a aussi depuis hier des dissensions politiques fortes. Et oui, depuis hier, on entend ce petit air au sommet de l'État. Heureusement qu'on a Laurent Nunez, entend-on. Si Bruno Retailleau était encore ministre de l'Intérieur, Boualem Sansal n'aurait peut-être pas été libéré. Est-ce vraiment un hasard, se demande-t-on, si la libération est intervenue un mois après le départ de Bruno Retailleau? Alors, Bruno Retailleau
était ministre donc jusqu'au 12 octobre. Il avait fait de la fermeté vis-à-vis d'Alger un des marqueurs de son action. Son successeur, Laurent Nunez, sur ce dossier, il a marqué une vraie rupture dès les premières heures. Il a non-stop déclaré, au fond, que le bras de fer qui avait été engagé par Bruno Retailleau n'avait pas produit de résultats à ses yeux. Et lui prônait plutôt ce qu'il appelait une coopération apaisée mais exigeante avec Alger. Hier, ce qui est intéressant, c'est qu'en réaction à cette libération, Emmanuel Macron a donné un coup de griffe à Bruno Retailleau en se félicitant, je le cite, d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Ce sont exactement les mots du chef de l'État qui ont été sous-titrés par des commentaires des conseillers de l'Élysée qui nous ont expliqué que le bras de fer n'avait pas fonctionné, que c'était clair, qu'on n'avait rien obtenu en se fâchant avec ceux qu'on sollicitait. Il y avait vraiment 2 lignes, Anna? Absolument, mais attendez, la ligne, il y avait bien sûr la ligne diplomatique, la ligne ferme, la ligne du Quai d'Orsay et la ligne de la place Beauvau. Il y avait les partisans des discussions feutrées, discrètes en coulisses et les tenants du rapport de force par médias interposés. Mais il faut savoir une chose, Adeline, il y a toujours 2 lignes. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle assez traditionnel sur un type de sujet comme celui-là et c'est pas forcément préjudiciable, mais à une condition. Il faut que ces 2 lignes ne se dénoncent pas l'une l'autre. Et surtout, il faut que le président tienne la barre. C'est-à-dire ce qui compte, c'est comment le président de la République va tenir l'équilibre. Là, il n'y a pas eu d'équilibre, il y a eu l'essuie-glace. C'est-à-dire que le même Emmanuel Macron qui vante aujourd'hui le respect et le calme, il a, le 6 août, envoyé une lettre au Premier ministre de l'époque, François Bayrou, lui demandant, je cite, d'adopter une approche de plus grande fermeté. Le même Emmanuel Macron avait à ce moment-là appelé Bruno Retailleau, qui était encore ministre de l'Intérieur, à agir avec plus de fermeté et de détermination. C'est pour ça que Bruno Retailleau, aujourd'hui, dans le Figaro, il dit qu'il dénonce le double jeu d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Bruno Retailleau va jusqu'à exonérer le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, auquel on l'oppose tout le temps, pour mieux charger Emmanuel Macron. Que dit-il, Retailleau? Il dit « Jean-Noël Barrot, avec lequel j'ai eu de bonnes relations, exécutait les décisions qu'Emmanuel Macron prenait. » Et le Figaro insiste, lui dit « Mais y compris quand il critiquait publiquement votre ligne de fermeté, Bruno Retailleau ?» Réponse de Bruno Retailleau. Il relayait la ligne de l'Élysée. Fin de citation. C'est-à-dire que ce n'est pas Retailleau contre Barrot, c'est Retailleau contre Macron. Et pardon, à l'époque, ça n'aurait pas justifié une démission de Bruno Retailleau? Alors je vous confirme, Adeline, que la démission de Bruno Retailleau sur ce sujet algérien aurait raconté une autre histoire, avec sacrément plus de panache. Une histoire nettement meilleure pour lui que son petit cinéma par rapport au retour annoncé de Bruno Le Maire au gouvernement. Parce que là, pour Bruno Retailleau, ça a été quand même perdant. Mais attention, il faut voir une chose. Depuis hier, Bruno Retailleau, il a bon dos. C'est-à-dire qu'il y a quand même, aujourd'hui, il est en train de servir de bouc émissaire dans cette petite histoire du microcosme politique français. D'ailleurs, dans son entourage, on s'inquiète de constater que le pouvoir algérien, disent-ils, est en train de réussir, aux yeux de l'opinion publique française, à en faire le coupable du blocage. Il faut quand même savoir une chose, c'est que ça fait vraiment longtemps qu'au sommet de l'État, chez nous en France, tout le monde savait que le déblocage ne pourrait venir que d'un pays tiers. Le fait que Berlin serve de tiers de confiance, c'est pour éviter l'humiliation de l'Algérie, mais certains préfèrent, et on ne va pas les nommer, toujours parler d'une humiliation de la France. La vérité, c'est que hier, la liberté l'a emporté, l'Algérie a dû céder dans une affaire de pur respect des droits de l'homme, et on devrait tous, unanimement, se réjouir sans polémique. Rachel Binas, je vous voyais réagir. Je vais donner la parole dans un instant à Noël Lenoir. Mais d'abord, Rachel, est-ce qu'il est juste d'opposer ce soir la méthode forte de Bruno Retailleau à la méthode douce du Quai d'Orsay? L'exposé a été extrêmement bien fait et je vais rentrer un peu plus dans... Il y a certains éléments qui ont été tenus sur le plateau qui ne sont pas tout à fait exacts. La méthode forte, comme on l'appelle à juste titre, n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été appliquée. Elle a été souhaitée, en effet, par Bruno Retailleau. Elle n'a jamais été appliquée parce que, en effet, l'Élysée ne le souhaitait pas et que le Quai d'Orsay, de toute façon, suivait la ligne de l'Élysée. Ça correspond aussi... Quand vous dites la méthode forte, elle n'a pas été appliquée, c'est-à-dire qu'est-ce que Bruno Retailleau a dit qu'il n'a pas fait? Et je ne dirais pas qu'il n'a pas fait, je dirais qu'il a été empêché parce qu'il y a eu des tentatives, des demandes par exemple de réduction de nombre de visas accordés qui n'ont pas été appliquées sur le terrain, qui n'ont pas été appliquées par le Quai d'Orsay.
très clairement. On est par exemple à plus 1000 visas étudiants accordés à des Algériens en cette rentrée. On sera certainement à la fin de l'année, j'aurai sur des fourchettes assez basses pour ne prendre aucun risque, à 150 000 visas accordés aux Algériens. Donc vous voyez bien que les mesures de rétorsion que certains appelaient de leur vœu ne se sont pas appliquées. On peut s'en réjouir ou le déplorer, mais la méthode forte, comme on aime à dire... Mais est-ce que le fait d'avoir déclaré qu'il le ferait n'a pas suffi peut-être à irriter Alger? Si vous voulez, moi je suis assez surprise d'entendre, notamment de la part de monsieur le député, des propos comme tout ce qu'on a fait subir à l'Algérie ou quand vous insultez les Algériens. Je suis assez surprise de l'entendre d'un député français parce que force est de constater, et c'est extrêmement factuel, que Emmanuel Macron a été président et même le candidat, il a commencé alors qu'il était candidat, à faire le plus de gestes envers le régime algérien, envers l'Algérie dans son ensemble. C'est le président qui a tendu le plus de mains, des mains qui n'ont pas été saisies. Or, pour se réconcilier, il faut être deux. Il faut être deux, et si en face, votre interlocuteur ne le souhaite pas, les choses sont tout de suite beaucoup plus compliquées. Je pense vraiment qu'il faut avoir à l'esprit tout ça parce que ça dit quelque chose du récit aussi en face qu'on souhaite inscrire. Et je peux comprendre, hein, le régime algérien joue sa partition, on ne peut pas leur en empêcher. Mais attention à ne pas avaler les éléments de langage d'un régime autoritaire qui a fait le ciment, qui a fait du ressentiment à l'égard de la France le ciment de la nation. Noël Lenoir. Moi, j'ai deux. Vous voyez réagir vivement. Très vite, oui. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à l'instant. Et Anna Cabana a justement dit que ça n'est pas très décent, ce débat politique interne. Ça devrait vraiment rester. L'émission s'appelle Chaque voix compte. Donc, les voix dont parlait Anna se sont exprimées et il est important quand même d'en parler. On devrait faire la paix des braves. Mais en dehors de cela, moi, je n'ai pas du tout le même écho. L'écho est le suivant. C'est que d'une part, nos correspondants algériens nous disent que la pression qui a été exercée est de vote, le vote sur la dénonciation des accords franco-algériens de 68, certes à une voix près, mais avec une grande coalition de droite, puis le vote au Conseil de sécurité, qui a quand même été un choc émotionnel pour l'Algérie, qui ne s'attendait absolument pas à ce que des pays comme le Pakistan, dont elle pouvait compter sur la fidélité et l'appui, s'abstiennent, ça a joué un rôle majeur, ainsi que les pressions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que contrairement à ce qu'on pense, Retailleau est extrêmement populaire, ça vous paraît vraiment paradoxal, chez ceux qui sont, sans le dire publiquement évidemment, des opposants. Ceux qui veulent que le régime algérien, finalement, libéralise. Ceux qui refusent de voir des lois qui traitent de traîtres à la patrie tous les membres de la diaspora en dehors de l'Algérie qui prendraient position contre le pouvoir algérien, qui refusent qu'on mette des religieux en prison parce qu'on a peur qu'ils suscitent des conversions à d'autres religions que l'islam. Le fait que toute l'équipe politique de Bouteflika soit en prison, même des gens, et des femmes d'ailleurs, qui étaient en appui de M. Tebboune. Donc tous ceux qui, en réalité, cherchent un peu à faire pression sur l'Algérie étaient contents. Et je peux vous dire que la popularité de Bruno Retailleau, d'abord en France, et en Algérie, grâce à cette problématique de tension interne à la France, elle est, dans une certaine fraction de la population, peut-être la plus éclairée, très bonne. Bertrand Perrier, vous vouliez intervenir? C'est vrai. Non, je voulais vous interroger sur les enjeux de politique intérieure algérienne, parce que cette volte-face du président Tebboune, elle est évidemment aussi corrélée à des questions de politique intérieure algérienne. Et je voulais votre avis sur le timing de cette libération. On sait aussi que le président Tebboune va aller en Allemagne en janvier prochain, et que donc il y a aussi dans ce timing quelque chose qui dit sur la situation intérieure de l'Algérie. Absolument. Oui, vous avez en Algérie comme en France différents points de vue. Et donc à partir du moment où nous on affiche un point de vue frontal contre l'Algérie, vous avez en face les mêmes contre la France qui se mobilisent. À partir du moment où vous changez de face, et vous arrivez avec un nouveau ministre de l'Intérieur qui a une position différente, et ben, de la même façon en Algérie, vous avez les pro-français, en tout cas ceux qui sont pour une relation
féconde avec la France qui se mobilise. Et donc vous changez complètement le jeu qui était bloqué avant. Il se débloque, mais ce ne sont pas les mêmes qui interviennent. Il y a eu des changements en Algérie. Vous avez le patron du renseignement intérieur qui a été changé. Donc c'est des signes très forts. Il n'aurait pas certainement été changé si nous-mêmes, nous n'avions pas modifié l'approche que l'on avait. Sur le côté l'Algérie, il faut distinguer. Il y a le régime algérien aujourd'hui autoritaire, qu'on combat tous et qui est combattu. Tous, non, pas tout le monde. Beaucoup. Non, il y a énormément de relais, on l'a vu à partir de l'incarcération de Boualem Sansal, il y a énormément aussi de relais du régime. Aujourd'hui, les opposants, je pense à Rila Salnouch, nous racontent aussi les pressions qu'ils vivent en France et qui se demandent si finalement le statut de réfugié peut encore les protéger. Il y a eu des tentatives d'enlèvement, il y a eu des agressions physiques, tout ça, il faut aussi en parler. Oui. C'est sur notre sol. C'est notre sol, mais les autorités françaises, au contraire, font jouer la justice pour défendre et protéger les personnes algériennes qui s'expriment contre le régime algérien. C'est notamment une des raisons pour lesquelles il y avait un bisbille entre les deux pays. Bruno Fuchs, vous l'avez évoqué d'un mot il y a quelques instants. Le 30 octobre dernier, l'Assemblée nationale a donc adopté cette résolution du Rassemblement national qui vise à remettre en cause les accords franco-algériens de 1968. Avant de vous entendre, piqûre de rappel avec Valérie Brochard. La droite de l'hémicycle exulte. Rappelez-vous, le 30 octobre dernier, et pour la première fois de son histoire, une résolution du Rassemblement national a été adoptée par l'Assemblée. Un texte qui propose de rompre l'accord franco-algérien de 1968. En dénonçant cet instrument désuet, nous appliquerons le droit commun de la République qui encadre l'entrée, le séjour, l'établissement des ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Les Algériens ne doivent plus être des étrangers à part. Ils doivent devenir des étrangers à part entière. L'accord signé entre la France et l'Algérie le 27 décembre 1968 crée un statut unique pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Les Algériens n'ont pas besoin de visa spécifique pour rester plus de 3 mois dans l'Hexagone et accèdent plus rapidement que les autres étrangers au titre de séjour pour 10 ans, y compris dans le cadre du regroupement familial. Pour les entrées sur le territoire de plus courte durée, ils n'ont pas de carte de séjour en France, mais des certificats de résidence pour Algériens. Débarquement d'immigrants algériens. Des hommes, quelques femmes avec leurs enfants. Signé 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie, cet accord favorisait l'immigration des Algériens au moment où la France avait besoin de bras pour soutenir son économie. Maintenant critiquée par la droite et l'extrême droite française, cette exception algérienne reste défendue par la gauche et le centre de l'échiquier politique. Si on voit les conséquences que ça peut avoir, c'est une balle dans le pied tirée à la France. Avec cette résolution, ça veut dire qu'on revient à un régime commun et qu'il y a une libre circulation, beaucoup plus d'immigration. Mais il y a une disposition dans les accords de 68, c'est la révision de ces accords. L'accord a déjà fait l'objet de 3 révisions, mais ses grands principes ont été maintenus. Aujourd'hui, le Premier ministre se dit ouvert à la réflexion. Je ne crois pas à l'abrogation de cet accord, mais à sa renégociation. Parce que cet accord, à bien des égards, est caduc, n'est plus complètement à jour au regard d'ailleurs des attentes des 2 parties. Le 28 octobre dernier, le Conseil d'État modifiait déjà l'une des dispositions du texte qui prévoit le renouvellement automatique des certificats de résidence algériens de 10 ans. L'autorité administrative compétente peut désormais refuser ce renouvellement s'il y a menace grave pour l'ordre public. Alors, j'ai plein d'autres questions à poser à nos 3 invités ce soir. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a parlé ce matin en expliquant qu'on n'avait plus de contact sécuritaire avec l'Algérie. Ce dialogue sécuritaire est important pour la sécurité de nos concitoyens. La reprise de la coopération sécuritaire, ça veut dire quoi, Rachel Vignas ? C'est la coopération sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Honnêtement, on va se dire les choses, hein, je vais être honnête. En effet, elle était fortement fragilisée, pour ne pas dire quasiment inexistante, depuis la crise. Mais si on
on prend un peu de distance et qu'on recule un petit peu, elle n'a jamais été extraordinaire. C'est ce qu'on vous explique en C'est-à-dire qu'on en était à 12 agents français, c'est ça, qui étaient à Alger, qui ont donc été expulsés au mois d'avril dernier, qui sont rentrés en France. Est-ce qu'ils vont retourner à Alger, là? D'ici là, il faudrait déjà rétablir le lien, la relation diplomatique. Ça faisait déjà un certain temps qu'on n'avait pas d'ambassadeur algérien en France. C'était la Grande Mosquée de Paris qui faisait office d'ambassade, d'ambassade bis. C'est d'ailleurs au début, au sein de la Grande Mosquée, que certaines négociations pour la libération de Boualem ont tenté d'émerger. Mais la France, pour le moment, a misé sur le Maroc en termes de coopération sécuritaire. Est-ce qu'elle peut faire les deux? On est aussi souvent dans une triangulaire avec ces pays-là. Bien sûr, si elle peut reprendre, il le faut, mais je crois qu'avant ça, il y a d'autres marches à franchir avant d'arriver à une relation, à une coopération sécuritaire optimale en toute confiance. Est-ce que dans les marches à franchir, il y a des contreparties à accorder à l'Algérie? Et qu'est-ce qu'Alger a demandé? Alger n'a pas fait un geste humanitaire pour l'Allemagne, il y a autre chose. Il y a certainement autre chose. Pour le moment, ce n'est pas sorti. Est-ce que ça sortira un jour? Je ne peux pas vous le promettre. Mais en effet, dans le numéro de Marianne qui est actuellement disponible, on fait le point sur ce qu'avait, avant qu'il soit libéré, ce qu'avait posé sur la table Alger. Certaines choses reviennent souvent, d'ailleurs. Il y a un côté récurrent. Je vais vous en citer quelques-unes pêle-mêle sans rentrer dans le détail. Qu'on lui livre, bien sûr, les opposants les plus médiatiques, comme le chef du MAC, du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, Meheni. Il est en exil dans l'Hexagone, il a été condamné à perpétuité. Les proches aussi de Bouteflika, vous savez qu'à la suite de la chute de Bouteflika, un certain nombre de ministres et de proches ont été placés en prison. L'un des ministres, Bouchareb, a échappé à l'emprisonnement. Il vit dans les Alpes-Maritimes, si je ne vous dis pas de bêtises, et Alger aimerait le récupérer pour le placer, bien sûr, derrière les barreaux. Et puis, elle veut aussi une autre chose, ce sont les agents inquiétés sur le sol français. L'un d'eux, par exemple, si vous vous souvenez, l'affaire du consulat de Créteil, l'un des responsables, l'un des diplomates est aujourd'hui soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'enlèvement. Amir Dezed, un influenceur algérien opposant réfugié en France en exil, qui dit avoir été victime de séquestration, d'enlèvement. Ce diplomate-là a été mis en examen. Il doit être traduit devant la justice. Alger aimerait bien le récupérer afin qu'un procès ne mette pas en lumière peut-être les affaires et son Bruno Fuchs, se peut-il que la France accède à certaines des demandes de l'Algérie? Je pense que sur la question des droits de l'homme ou de procédures judiciaires en cours, c'est impossible. On avait depuis le début maintenu des positions très très fortes, très fermes pour garantir la liberté d'expression ici de toutes les modes de pensée, notamment des opposants. On serait vraiment à l'opposé de tous nos principes. L'Espagne l'a fait en 2022, oui, mais moi, ça nous me ne sommes pas paraît l'Espagne. assez il y a plein d'autres pays qui le demandent. J'arrive de Madagascar, où le président Rajoel demandait également. On n'a jamais fait. Enfin, c'est contraire à tous nos principes. Voilà. Alors, ce qui est de l'ordre de la procédure judiciaire, non. Et ce qui est de l'ordre de situation civile ou ici de personnes qui résideraient, ça me paraît politiquement impossible de le faire. Sur le renseignement, je voudrais ajouter quand même que la coopération, alors elle n'est pas optimale, mais elle a commencé à se refaire depuis très peu de temps. Et il y a aussi des situations qui font évoluer les modes de pensée, notamment la situation au Sahel. Le Sahel, aujourd'hui, est en pleine difficulté, des confitures, avec un État islamique, en tout cas, qui est très très fort. Le Mali va très mal, Burkina Faso va très mal, et là on est aux portes de l'Algérie. Donc l'Algérie a besoin également de stabiliser sa relation, d'avoir des partenaires, d'avoir des alliés, notamment la France. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la résolution du Conseil de sécurité pour le Sahara occidental ou Sahara marocain, si on est au Maroc. L'Algérie voit bien que d'être isolée et de ne pas négocier, de ne pas discuter, c'est une position qui n'est pas favorable. L'isolement de l'Algérie. Dans une discussion, faire de la diplomatie plutôt que s'isoler. Noël Lenoir, je voulais terminer avec vous parce que j'entendais hier soir Florence Aubenas dire que c'est compliqué de revenir parmi les vivants après la détention. Est-ce que vous vous interrogez aussi sur le mal qu'aura fait à Boualem Sansal la prison? Je souhaite et je crois savoir que
il a une force morale considérable. Il ne faut pas oublier qu'en prison, en tous les cas, c'est ce qui est remonté, non pas par sa femme, mais par, disons, les on-dit qui filtrent nécessairement, même quand les gens sont en détention, il était à l'isolement. Puisqu'on avait fait savoir aux autres détenus, parce que c'est quand même quelqu'un qui séduit beaucoup, qui est très gentil, qui a un langage très amical. Il est vraiment... moi, je suis la seule... On lit sa douceur sur son visage. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai entendu, je l'ai vu à la télé et je l'ai lu. Et donc, il y avait une forte recommandation faite aux avocats d'autres détenus, et notamment des détenus politiques, puisqu'il y a à peu près 300 à 400 prisonniers d'opinion, politiques, journalistes, religieux, avocats, etc., de ne pas le voir. Donc il était à l'isolement et il a résisté. Et il a écrit, vous pensez? Est-ce qu'il va faire un livre sur sa détention? Pas. On nous a dit qu'il avait une télé, mais il n'avait pas de téléphone, et il n'a toujours pas de téléphone à l'heure actuelle à l'hôpital militaire à Berlin. Et ce qui est formidable, c'est que vous lisez les minutes du procès, parce que souvent les procès... C'est pour ça que je suis en train de relire le procès de Kafka. Souvent, les procès, ça illustre ce qu'est un pays. Et alors, la présidente de la cour d'appel lui a dit « Mais vous êtes algérien, vous parlez arabe ?» Il a dit « Non, madame, je ne parle que français. » Et on l'a doté d'un interprète. Donc, je trouve que c'est déjà un acte de courage. Et ensuite, on lui a dit « Mais c'est quand même très curieux, pourquoi vous écrivez systématiquement contre le pouvoir algérien ?» Et il a répondu « Mais madame la présidente, vous faites le procès de la littérature. » Et donc, je pense qu'il a une très grande force de caractère, mais évidemment, on ne peut pas préjuger, c'est quand même quelqu'un d'assez âgé, enfin comme moi, et donc c'est certainement psychologiquement dur pour lui. Puisque chaque voix compte, moi je vous propose ce soir d'entendre la voix de Boualem Sansal. C'était sur LCP, il accordait un grand entretien à Yves Tréhard, c'était le 15 septembre 2022. Je m'adresse à mes compatriotes en leur disant, enfin, vous passez votre temps, on passe notre temps à nous plaindre, mais agissons. Ouais. Si on ne fait rien, on n'a pas le droit de se plaindre. Ouais. Ça veut dire qu'on accepte et il vaut mieux accepter pour de bon. Et peut-être même rallier le pouvoir. Mais si on se plaint, se battre est un devoir. Se battre est un devoir, les mots de Boualem Sansal. Et j'espère, Noël Lenoir, que la prochaine fois que vous entendrez cette phrase, ce sera de la bouche même de Boualem Sansal, qu'il sera face à vous et que vous lui annoncerez la dissolution de votre comité de soutien. Et je dois dire qu'on n'est pas d'accord, le président Fuchs et moi. Mais je pense qu'on est d'accord sur Boualem Sansal. Bien évidemment qu'on est d'accord. Et sur Christophe Glaise, qu'il faut maintenant on pense évidemment à Christophe Glaise. Merci à tous les trois procès en appel de Christophe Glaise le 3 décembre. Évidemment. Merci sincèrement à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. On va passer à la question qui fâche, c'est tout de suite. Alors, la question qui fâche ce soir, c'est tout ça pour ça. Voilà 3 semaines que les députés débattent du budget de la France. 3 semaines de marathon budgétaire entre le PLF et le PLFSS. Grosse fatigue dans l'hémicycle. Et question ce soir sur les conditions de ce débat budgétaire. C'est Stéphanie Despierres qui pose la question qui fâche. Dans la question qui fâche ce soir, un marathon budgétaire pas comme les autres. 15 jours de retard au départ à cause de la valse des premiers ministres. Des participants très nombreux, car sans majorité et sans 49-3, chaque voix compte. Et des débats très longs qui débordent du calendrier, comme le budget de la sécurité sociale hier soir. S'il vous plaît, mes chers collègues, monsieur le ministre. À minuit, sous les sifflets, le gouvernement annonce qu'il stoppe la discussion et envoie le texte au Sénat. Nous sommes parvenus au terme des 20 jours dévolus à l'Assemblée nationale par la Constitution. Prolonger nos débats pour le PLFSS ne pourrait se faire qu'au détriment de la navette parlementaire et des conditions d'examen par le Sénat. Selon le gouvernement, il y a eu 67 heures de débat sur le budget de la sécurité sociale, presque le double de l'an dernier. À 9 h ce matin, les députés reprennent l'examen du projet de loi de finances qu'ils n'ont pas pu terminer début novembre. Le rythme de travail est bien plus soutenu que les années précédentes.
vote. J'ai ma valise, je fais ma lessive et je suis ici non-stop de 9h jusqu'à minuit tous les jours, week-end compris, sans arrêt. Le plus dur, c'est d'arriver à gérer la fatigue parce qu'on se couche tard, on se réveille souvent trop tôt et d'arriver à garder les idées claires. On carbure, comme ça a été dit aussi, à coup de dragibus. Ça nous aide à tenir, à coup de café aussi. C'est pourquoi on se bat. On a réussi à obtenir quand même de belles victoires, notamment la suspension de la réforme des retraites. Mais c'est vrai que parfois, c'est dur. Samedi, c'était l'anniversaire de ma fille et j'étais ici. Nous faisons le travail pour lequel nous avons été élus. Tout simplement, nous en revenons à une forme de démocratie parlementaire normale. On a des vrais débats de fond entre députés, enfin. Malgré ces journées intenses, pas sûr que les députés franchissent la ligne d'arrivée. La Constitution donne 70 jours au Parlement pour se prononcer sur le budget. Donc c'est plus une course de lenteur et il y a très peu de chances pour que cette négociation au fil de l'eau aboutisse à un budget cohérent dans les délais. Donc tout ça est quand même très inquiétant. 9h, minuit, 7 jours sur 7, tout ça, ça peut paraître un petit peu long. Et j'ai envie de rajouter, surtout quand on connaît l'issue, notamment pour le PLF, où on se doute bien que ce sont les ordonnances qui seront prises à l'arrivée. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Tout ça pour ça ? Et j'accueille sur le plateau de Chaque Voix compte Marie Lebec, députée Ensemble pour la République des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là aux côtés de Nicolas Sansu, député communiste du Cher. Merci d'être là aux côtés de Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Merci à tous les trois d'être là. Là, en 2 lettres et non en 3, est-ce que vous avez compté vos heures ? Est-ce que vous avez compté vos heures cette semaine? De sommeil, oui. De sommeil. Parce que vous avez tous les trois une particularité, c'est que vous êtes à la fois député, mais en même temps, vous êtes membre de commission, soit des affaires sociales, soit des finances, soit des affaires économiques. Donc, est-ce que vous avez trouvé le don d'ubiquité quelque part? Moi, je n'ai pas trouvé. En plus, j'ai switché pour la commission des... Enfin, interverti pour la commission des finances, là, pour le temps du PLF, du projet de loi de finances. Parce que donc le projet de loi de finances de la sécurité sociale a été transmis cette nuit, à minuit, au Sénat, sans avoir été voté par l'Assemblée nationale, parce que vous n'avez pas eu le temps de finir son examen. Alors, c'est quand même dommage, il restait 200 amendements. Alors, dit comme ça paraît beaucoup, mais 200 amendements, quand on parle de 3000, vous y étiez presque. Ah mais ça, c'est le choix du gouvernement. Je veux dire, on a proposé une prolongée, on aurait pu terminer, le PLF a encore un peu de temps devant lui, donc on avait tout à fait la possibilité de faire le PLFSS dans son ensemble et d'avoir un vote. Parce que la question, c'est d'avoir un vote. À un moment, il faut aussi que les députés se prononcent. Et je pense que le gouvernement a tout fait pour qu'on aille au 47-1, c'est-à-dire qu'il y ait une transmission sans vote. Je trouve que c'est un peu... bon, j'entends dire, vous n'avez pas le temps. Si, on a le temps. Alors après, le gouvernement a mis 2 semaines pour transmettre son projet du fait du changement de gouvernement. Mais franchement, moi, on n'est pas là pour se plaindre. Donc à un moment, on fait le travail, on mène les débats, on parle des gens, on parle des retraités, on parle des commerçants. Et à un moment, on fait notre travail. Et donc je pense sincèrement qu'on avait le temps d'aller au bout du PLFSS et on a le temps d'aller au bout de la première partie du projet de loi de finances. Marie Lebec, pourquoi alors le gouvernement n'a pas laissé le débat se poursuivre sur ce PLFSS, sur le budget de la Sécu, alors qu'il restait 200 amendements? Le gouvernement ne voulait pas aller au vote? Non, je sais pas. Enfin, alors moi, j'ai plutôt suivi le projet de loi de finances que le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, je sais pas exactement quel est le déterminant à la fin qui fait que on passe pas au vote. Je veux dire, si c'est constitutionnel à minuit de devoir effectivement, une fois que vous êtes arrivé au bout des délais. Alors oui, constitutionnellement oui, mais parole de Benjamin Morel, à qui j'en ai parlé, il m'a expliqué qu'il peut y avoir des prolongés. Alors, effectivement, il peut y avoir des prolongés. Il faut que l'ensemble de l'hémicycle soit d'accord. Bon. C'est vrai qu'il y a une frustration de ne pas pouvoir être allé au vote et je l'entends parfaitement. Paradoxalement, moi je trouve qu'on a quand même eu des débats de bonne qualité sur ce texte et je dirais que inversement peut-être la frustration pour moi c'est pas tant les heures passées parce que c'est intéressant et puis je pense que tout au long de l'année on est quand même sollicité par nos concitoyens sur ces sujets budgétaires et on se prépare à cette période. Je dirais plutôt que c'est la redondance de certains amendements, le fait qu'il y ait beaucoup d'identiques et je sais que le droit d'amendement c'est un droit qui est constitutionnel, c'est très important pour les députés, c'est aussi l'occasion de relayer des préoccupations de sa circonscription, mais je trouve quand même, et je crois que celui qui en parlait le mieux, c'était à l'époque Jean-René Cazeneuve, quand il était rapporteur général du budget, il y a quand même, depuis quelques années, on le voit, et c'est pas post-dissolution, ça remonte à avant, une espèce d'inflation législative avec un nombre d'amendements qui explose sur les débats budgétaires, et qui fait aussi que, du coup, le cadencement du rythme du débat n'est pas optimal, je pense. Sandrine Rousseau, vous l'apercevez, vous aussi, vous la ressentez, cette frustration ?
Ah bah pas qu'un peu, pas qu'un peu. On a passé des semaines, des nuits dans l'hémicycle, enfermés dans des commissions, à voter, à batailler sur chaque amendement. Et à la fin, pour 200 amendements, on ne vote pas le PLFSS. Évidemment, comme l'a dit mon collègue Sansu, c'est évidemment une question stratégique pour le gouvernement qu'il n'y ait pas de vote, parce que peut-être aurait-il été négatif ce vote. Et en fait, c'est ça qu'ils ont voulu éviter. Mais c'est très frustrant. Et puis, il y a des moments de tension très importants dans l'hémicycle, dû aussi au fait qu'on voit bien que l'heure tourne, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est là à défendre ce qu'on peut et qu'à la fin, ce sera vain, quoi. On a assisté à des alliances baroques au cours de ces votes des articles des budgets. Est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent on apprend en marchant, ou alors vous vous dites qu'aucun budget ne pourra être voté dans une assemblée sans majorité, Sandrine Rousseau? Moi, je pense qu'un budget peut être voté dans cette majorité, mais à condition de choisir quelle majorité. Tout est le sujet. C'est là qu'est le sujet. Voilà. Nicolas Sansu. Après, vous savez, il y a quelque chose de simple. Moi, j'ai été maire pendant 14 ans. Il y a une majorité, une opposition. Le gouvernement appartient au socle dit commun, même s'il n'est ni socle ni commun aujourd'hui. Mais ce gouvernement présente un budget. C'est normal que les oppositions s'opposent. Et ça, il n'y a pas de problème, mais ça n'empêche pas le débat. C'est-à-dire que la question du budget, ce n'est pas seulement d'avoir un budget voté par suffisamment de monde. Il y a d'autres artifices pour y arriver. Il y a la loi spéciale, les ordonnances. Donc, ce n'est pas le problème. La France aura un budget. Mais la question, c'est de cranter un certain nombre de débats. Quand vous voyez le surgissement du débat sur la taxe Zuckman pendant le débat budgétaire, avec l'intérêt des Français, je crois qu'LCP a fait sa meilleure audience au moment de la taxe Zuckman. Et donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nos concitoyens sont très intéressés à ce qui se passe dans l'hémicycle. Et je trouve que c'est ça l'important du budget. C'est le débat public. C'est quelle orientation on prend dans le pays. Et franchement, je ne dénigre absolument pas les débats tels qu'ils sont menés aujourd'hui, parce que je crois qu'ils sont intéressants. Je regrette juste qu'on ait pris 2 semaines de retard, parce que sinon, tout irait bien. 2 semaines et 4 jours avec la rectification du PLFSS pour la suspension. Je crois que Bertrand et Anna voulaient intervenir. Bertrand. Oui, je voulais avoir votre opinion sur l'impact, sur la méthode, le rythme et la nature de vos discussions de l'automutilation ab initio sur le 49.3. Est-ce qu'on est toujours finalement héritier de cela encore aujourd'hui ? Déjà, moi, je pense qu'on pourrait tous passer une VAE en droit constit, parce que je pense qu'on a une validation de l'expérience, des acquis de l'expérience, parce que vraiment, on découvre à peu près tous les articles de la Constitution. Nous aussi, je vous rassure. Nous aussi, à la fin de ce mandat, on peut tous devenir spécialistes en droit constit. Mais la Constitution va peut-être changer à la fin du mandat, donc... Attendez un peu. N'allons pas trop vite. Non, mais est-ce que vous l'avez, est-ce que vous l'avez en tête? Est-ce que c'est quelque chose qui a une incidence ou pas du tout? Moi, parce qu'on est souvent interrogé en circonscription sur le 49.3, moi je trouve qu'on est dans une constitution qui est quand même relativement bien équilibrée, où le gouvernement a des capacité à contraindre l'Assemblée, et inversement, l'Assemblée peut censurer le gouvernement, peut déposer beaucoup d'amendements pour emboliser les débats, et donc il y a une forme d'équilibre entre les deux. Ce que je trouve intéressant dans cet exercice, c'est qu'effectivement, dans le cadre d'une majorité relative pendant 2 ans, en fait, on savait qu'il y avait le 49.3, et donc je pense que d'un côté comme de l'autre, il n'y avait pas cette espèce d'effort un peu et de rigueur à avoir un débat budgétaire qui soit correct et qui soit de qualité. Je trouve que, en tout cas, la démarche du Premier ministre, elle a permis de redonner un petit peu d'air aux parlementaires, et honnêtement, je pense que tous les trois, quand on discute dans les coulisses, on concède quand même que le débat sont de qualité, sont intéressants. Et je me permets juste d'abonder très rapidement sur ce que disait Nicolas. Déjà, le débat, il intéresse bien sûr les parties prenantes, les associations, les acteurs d'aide à l'emploi, les entreprises, enfin, tous ceux qui sont directement concernés par la question budgétaire. Mais moi, j'étais très frappée, comme j'avais plein de courriers de la circonscription sur le sujet budgétaire, notamment sur la taxe Zuckman, mais pas que. J'ai fini par lancer une espèce d'invitation sur mes réseaux sociaux aux habitants de la circonscription à venir. Et moi, je me suis dit, personne ne va venir, c'est compliqué de prendre le budget en cours d'eau. J'ai eu 30 demandes, des gens qui sont venus en famille, avec leurs enfants, etc. Donc, je pense que oui, c'est un moment très important. Et en ça, le fait de dire, il n'y a pas de 49.3 à la fin, bah, finalement, ça donne beaucoup d'intérêt à ce débat. Je voulais vous faire écouter les mots de Philippe Aghion, le prix Nobel d'économie, qui est venu à l'Assemblée nationale le 3 novembre et qui s'est permis d'émettre des doutes sur les compétences de certains députés. Écoutez. Mais c'est vrai que j'étais atterré par le niveau intellectuel et économique de certains députés, quoi. Vraiment ne comprennent absolument rien à l'économie et ne s'informent pas et ne lisent pas. Bon, qui veut répondre à Philippe Aghion? Moi, je vais répondre à Philippe Aghion. Moi, je veux bien aussi.
Bon, monsieur Aguillon se permet quelque chose qui est absolument intolérable. Pour une raison simple, c'est que tous les députés sont élus par leurs électeurs. Et à travers les députés, ce n'est pas les députés qui l'insultent quelque part. Hein. C'est aussi les électeurs. Et moi, je trouve ça quand même extrêmement grave. Et en plus, c'est vraiment extrêmement technocentré, quoi. Je le dis, j'ai fait des études d'économie, donc je connais. Mais moi, j'allais vous poser la question dans l'autre sens. Tous les députés ne sont pas obligés d'avoir fait HEC. Exactement. Mais est-ce que ça vous arrive, quand vous examinez un budget, qu'il soit le projet de loi de finances ou le projet de loi de finances de la Sécu, de vous dire « non mais ça, j'y comprends rien ». Et dans ce cas-là, où est-ce que vous allez chercher l'info? Mais vous savez, on a quand même des collaborateurs et on a des référents de groupe. Il faut le dire. Et on a des référents de groupe qui sont en règle générale un peu plus spécialistes que les autres. Et c'est bien normal. Moi, je ne suis pas spécialiste d'agriculture. J'ai un collègue qui est spécialiste d'agriculture. C'est vers lui qu'on se tourne quand on a un sujet. Voilà. Sandrine Rousseau, vous avez trouvé ça blessant de la part du Nobel d'économie? C'est pas blessant, c'est indigne, c'est pas correct. En fait, on est une assemblée et il est très important que dans l'Assemblée nationale, il puisse y avoir des personnes de toute formation, de tout milieu professionnel, qu'il puisse y avoir des gens qui n'ont pas le bac autant que des gens qui sont docteurs. Et en fait, c'est ça qui est très important, parce que c'est la représentation du peuple. Et je voudrais juste saluer aussi le travail de nos collaborateurs, comme ça vient d'être fait, parce qu'ils travaillent énormément et qu'ils sont, eux, spécialistes des sujets sur lesquels nous ne sommes pas spécialistes. Et par ailleurs, moi je dis à Philippe Aguillon, je suis enseignante-chercheuse en économie, je suis docteur en économie et en fait, je veux dire, je ne comprends même pas qu'on puisse se permettre cela quand on est économiste, parce qu'il n'y a pas d'économie sans politique. Et donc, je voudrais vraiment qu'il entende que la politique a à voir avec l'économie et que nos points de vue sont importants de ce point de vue. Mais c'est une façon, ce qu'il a dit, c'est une façon de dire qu'il trouve que les débats économiques volent bas au sein de l'hémicycle. Oui, enfin, là-dessus... Mais c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai du tout. De Philippe Aguillon. Ouais, de Philippe Aguillon. Moi, je pense que c'est pas très... et cette audition était vraiment très intéressante, mais je pense qu'il y a un tout petit peu de malhonnêteté dans la présentation de dire tous les députés. En fait, surtout, il a eu un échange un peu vif avec une députée, et je pense que ça part plus de là. À vrai dire, ils sont écharpés sur vous n'avez pas lu ce que j'ai dit, si j'ai lu, etc. Donc je pense que c'est plus ça, à vrai dire. C'est vrai que c'est toujours agaçant, je pense, quand on est catégorisé. Vous savez, c'est comme quand vous avez cette discussion avec des citoyens de votre circonscription et vous dites regardez tous les députés, vous passez votre temps à vous disputer dans l'hémicycle, le niveau n'est pas bon. Vous dites bah je sais pas, moi quand on échange, vous n'avez pas. Il dit oui, mais vous c'est pas la même chose. Et il y a toujours ce truc un peu de ah oui la masse, etc. Et bien sûr, franchement, on a des députés qui sont spécialisés sur des thématiques. Je veux dire, moi j'ai été élue à 26 ans, vous doutez bien que j'avais pas un énorme parcours professionnel avant. J'ai appris au contact de mes collègues, de mes collaborateurs, des administrateurs de l'Assemblée nationale, des gens aussi qu'on rencontre sur le terrain, et d'où l'importance et des auditions qu'on a, commission, etc. Mais voilà, je pense que les mots sont forts, je pense qu'ils dépassent un peu la pensée. L'audition a été vive, paradoxalement, il a été très challengé aussi, parce que voilà, et c'est pas pour justifier, etc. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu un tout, alors qu'en vrai, bien que l'audition ait été un peu vive, c'est vrai qu'il s'est surtout un peu écharpé avec une députée en particulier. En tout cas, il aurait pu être atterré comme nous, on l'a été hier. Je vais profiter de la présence sur ce plateau de Sandrine Rousseau pour revenir sur l'incident qui s'est produit dans l'hémicycle hier après-midi. En plein débat sur le budget de la Sécu, le député UDR, Géraud Verny, demande un rappel au règlement après votre prise de parole dans l'hémicycle. On regarde. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte? Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. Et ce qu'on voit, c'est qu'une grande partie de l'hémicycle s'est levée à ce moment-là. Sandrine Rousseau, moi je voulais savoir si d'abord, Géraud Verny, vous était venu vous présenter des excuses. Alors non, d'aucune manière. De personne, ni de son groupe. Non. Comment vous l'avez vécu,
Alors moi, ça fait depuis 2022, depuis que je suis élue, qu'à chaque fois que mon nom est appelé, il y a vraiment un brouhaha dans l'Assemblée, que je suis très coupée dans mes interventions. Ça fait plusieurs fois que j'ai demandé à ce qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Nous, lors du débat sur les retraites, nous avions même fait une démarche commune avec l'ancienne présidente de la Commission économique, Aurélie Trouvé et Mathilde Panot, je crois, pour faire en sorte qu'il y ait des sanctions. Et là, c'est la première fois qu'il y a vraiment une prise de parole extrêmement forte de la présidente de l'Assemblée nationale, que je remercie beaucoup pour cette prise de parole. Elle était très en colère, vous avez vu. Hein. Oui, et je pense qu'elle était très importante, cette parole. Donc vraiment, aussi parce qu'elle l'a subi elle-même, probablement. Donc, il y a aussi, sans doute, et vraiment merci de ça, parce que je trouve que c'est cette voix qui manquait pour rappeler que la République ne supporte pas ce qui ne relève pas de l'opinion, mais du délit, le sexisme. Eh bien, merci. Merci à tous les trois. Vous pouvez rester là parce que tout de suite, c'est Bourbon Express. C'est le journal de l'Assemblée nationale présenté par Marco Pommier. Marco dans Bourbon Express ce soir. Bonsoir. On commence avec les commémorations du 13 novembre 2015. 10 ans après, la France se souvient. Avec ce moment, aux alentours de 18h, les cloches de Notre-Dame et de toutes les églises de la capitale qui ont résonné dans Paris. Écoutez. Les cloches qui sonnent en hommage aux victimes des attentats les plus meurtriers jamais commis en France depuis la Seconde Guerre mondiale. 132 morts, plus de 350 blessés. Toute la journée, plusieurs cérémonies se sont succédées sur les lieux des attaques, au Stade de France, sur les terrasses parisiennes, devant le Bataclan bien sûr, en présence d'Emmanuel Macron et de plusieurs personnalités politiques. Des hommages sobres, dignes et des mots comme ceux de la fille de Manuel Dias, la première victime décédée lors de cette soirée de cauchemar. C'était au Stade de France. Depuis ce 13 novembre, il y a un vide qui ne se comble pas. Une absence qui pèse chaque matin et chaque soir depuis 10 ans. Mais il y a aussi les souvenirs que rien ne pourra effacer. 10 ans après, j'aimerais savoir pourquoi, j'aimerais comprendre, j'aimerais que ces attentats cessent. Malheureusement, nous sommes impuissants. Point d'orgue de ces commémorations, la cérémonie dans le tout nouveau jardin du souvenir, inauguré pour l'occasion derrière la mairie de Paris. 1500 invités, des rescapés, les proches des victimes, mais aussi des policiers, des magistrats, des secouristes qui se sont mobilisés la nuit du 13 novembre 2015. Une cérémonie pour célébrer la résilience, la mémoire et la vie. Et d'ailleurs, on l'a bien senti lorsque Jesse Hughes, le chanteur des Eagles of Death Metal, présent sur la scène du Bataclan il y a 10 ans, a interprété cette chanson très populaire, « Tu ne marcheras jamais seul ». C'est malin, on a tous des frissons. Ouais. C'était très fort. C'est la chanson des supporters du club de Liverpool, épatant Jesse Hughes, le chanteur des Eagles of Death Metal. Et dans ce contexte, eh bien, des commémorations, un débat. Faut-il créer une justice restaurative pour les victimes de terrorisme? Eh bien, en tout cas, c'est le souhait du parquet national antiterroriste. Le principe de la justice restaurative, vous le connaissez peut-être, c'est lorsque des victimes et auteurs d'infractions se rencontrent, dialoguent. La députée macroniste Caroline Yadan en est une fervente défenseuse. Elle propose même d'ajouter 3 millions d'euros au budget 2026 pour développer ce dispositif. Mais faut-il l'ouvrir aux auteurs d'actes terroristes comme Salah Abdeslam, seul membre encore vivant du commando du 13 novembre. Il s'est dit prêt cette semaine à s'engager dans ce processus. Qu'en pense la députée? On lui a posé la question.
Le principe de la justice restaurative, c'est qu'elle doit être fermée à personne, ni à quelque victime que ce soit, ni à quelque auteur de fait que ce soit. Donc le principe d'ouvrir aux auteurs de terrorisme, pourquoi pas, à partir du moment, et ça c'est extrêmement important, où l'auteur des faits terroristes, en fait, soit sincère dans son engagement et que ce ne soit pas une sorte de contournement. Et on termine peut-être. On termine avec le retour d'anciens ministres sur les bancs de l'Assemblée nationale. Oui, ils sont 8. Ils étaient dans le gouvernement de François Bayrou et ils font leur retour au Palais Bourbon. C'était le cas aujourd'hui d'Elisabeth Borne, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Leur retour 1 mois après la fin de leur fonction, comme le veut le code électoral. Alors certains font profil bas, d'autres nous ont répondu, comme Laurent Marcangeli, l'ancien ministre de la fonction publique, et Agnès Pannier-Runacher, qui était à la transition écologique. Je vois beaucoup de collègues qui malheureusement n'ont pas parfois su se préparer au fait que ça s'arrête. Il y a 2 types de personnes, ceux qui se préparent pas. Je fais partie de la première catégorie, donc j'ai pas de coup de blues et je me suis remis au travail de suite. Être au service des Français à l'endroit où aujourd'hui se retrouve finalement le rapport de force, le pouvoir, puisque le Premier ministre l'a dit, il est le ministre le plus faible de la Ve République. C'est au Parlement que sont portés les grands arbitrages et donc c'est là, me semble-t-il, qu'il faut être aujourd'hui. Et les voilà replongés dans les discussions autour du budget 2026. D'ailleurs, on en est où de ce budget, Adeline? Le compteur de Marco. Le compteur des amendements. Eh ben, il en reste plus de 2000 des amendements à examiner. 2007 exactement, si je ne me trompe pas. Autant dire que le marathon budgétaire se poursuit. Finalement, qu'on soit ministre ou député, les nuits blanches ou les nuits presque blanches se poursuivent. Oui. Merci à tous les 3 en tout cas d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Merci Anna et merci Bertrand. Merci Marco également. Je voulais qu'on se quitte ce soir avec la Marseillaise interprétée il y a quelques minutes par Axel Saint-Cyrel dans ce jardin du souvenir qui a été inauguré derrière l'hôtel de ville de Paris. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Elle est disponible également en replay sur lcp.fr. Nous on revient demain à 19h30 en direct. C'est vendredi, ce sera l'émission en public. Merci de votre fidélité et à demain.